défi. Communiste ou communisant. C'est contre-vérité. D'hommes semblables et égaux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Scopéo. Je m'appelle Lucas et je vous propose aujourd'hui d'écouter le deuxième épisode de notre série de podcasts intitulée À la racine des idées. Cette série vise à analyser et à décortiquer des ouvrages politiques ou philosophiques. Pour cette chronique, aujourd'hui, il sera question du livre titré La désobéissance civile de Henri David Thoreau. Mais avant toute chose, commençons par dresser une brève présentation de cet auteur. Henri David Thoreau est un philosophe et poète américain du XIXe siècle. Il est également présenté comme naturaliste, en ce sens qu'il a publié l'un de ses ouvrages majeurs entré dans la postérité, Walden ou La vie dans les bois, en 1854. Il y fait l'éloge de la vie simple et éthique, synonyme d'une proximité retrouvée avec la nature, et il écrit d'ailleurs ce texte après avoir vécu dans une cabane en pleine forêt. La pensée écologiste moderne voit cet ouvrage de Thoreau comme le roman le plus symbolique dans la critique du monde occidental et l'appel à un retour à la nature. On retrouve ici une sorte de conscience environnementale naissante. L'autre ouvrage majeur publié par Henri David Thoreau, qui fera ici l'objet d'une analyse fidèle au plus près du texte, est son essai d'abord paru en 1849 sous le titre de Résistance au gouvernement civil et renommé plus tard La désobéissance civile. Le point de départ de ce pamphlet, dont de grands résistants pacifiques prônant la non-violence tels que Gandhi et Luther King s'inspireront plus tard, repose sur le refus de Thoreau de payer ses impôts au gouvernement américain, notamment à cause de sa politique esclavagiste et de sa guerre de conquête menée au Mexique, qui se traduit par des annexions de territoires. On peut tracer un lien de parenté évident avec un autre texte fondateur portant sur la nécessité de désobéir à l'autorité politique non légitime, écrit par le poète français Étienne de la Boétie au XVIe siècle, le fameux Discours sur la servitude volontaire. Ainsi, dans la droite ligne de cette pensée philosophique marquée par la résistance politique, dans la droite ligne de la maxime Soyez donc résolus de ne plus servir et vous serez libres, Thoreau prolonge ce concept de désobéissance passive permettant de briser les chaînes de la domination et construit la notion de désobéissance civile, toujours très en vogue aujourd'hui. La notion de désobéissance civile implique ainsi le refus assumé et public de se soumettre à une loi, à un règlement, à une organisation ou à un pouvoir politique jugé inique et non légitime par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme pacifique et non violente. Elle se distingue ainsi de la révolte classique et traditionnelle qui exige de recourir à la violence pour l'opposer à la violence dénoncée du pouvoir politique. Il est temps désormais de se plonger dans la pensée de Henri David Thoreau pour saisir la nature et la légitimation du processus de désobéissance civile. It's a dark, cold world out there. There's a time to live and a time for a man to die. Thoreau démarre son pamphlet par une devise claire et limpide: le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. Un appel criant de liberté, peut-être même les prémices de la pensée politique libertarienne. Pour rappel, les militants libertariens sont favorables à une réduction, voire à la disparition totale de l'État en tant que système fondé sur la coercition, au profit plutôt d'une coopération libre et volontaire entre les individus, avec un État limité à des fonctions strictement régaliennes. En somme, une structure étatique dont l'étendue est limitée au maximum. Il va même plus loin en prolongeant cette maxime et en la déployant en ces termes: le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne pas du tout. Il est clair pour Thoreau que l'autorité politique doit être entièrement rejetée. L'auteur présente ensuite des objections que l'on peut opposer au principe d'armée permanente, qui sont en fait les mêmes que l'on peut opposer au principe de gouvernement permanent. Le penseur américain réaffirme l'idée que le gouvernement n'est qu'un moyen choisi par un peuple pour exécuter sa volonté, et que celui-ci donc est susceptible de se tromper et d'être perverti avant que le peuple qui l'a élu puisse réagir. Il prend ainsi comme exemple la guerre menée en son temps contre le Mexique et le processus d'annexion des territoires mexicains qui sont l'œuvre, selon lui, d'un nombre restreint d'individus qui se servent du gouvernement permanent comme d'un outil personnel, car le peuple n'aurait pas consenti à cette mesure. Thoreau va même plus loin,
en dénonçant la supposée incompétence du gouvernement américain, son incapacité à favoriser la moindre initiative. Il l'accuse même de ne pas conserver la liberté du pays, de ne pas pacifier l'Ouest, de ne pas instruire son peuple. Tout ce que le peuple américain a réalisé, il ne le doit ainsi qu'à lui-même, qu'à ses propres accomplissements, et il doit saisir ainsi que le gouvernement lui fait même parfois obstacle. Had a dream last night where the earth began to shake. Saw a man that died on the end of a wooden stake. Saw a girl with a ring of gold and a dress of red. Saw a man with a stream of blood running down his head. Dans sa dénonciation du pouvoir politique se joint également une critique de l'entrave aux échanges et au commerce. En effet, Henri David Thoreau dénonce des obstacles que leur imposent sans cesse les législateurs. Ceux-ci devraient ainsi, selon lui, être punis avec les êtres malfaiteurs qui font dérailler les trains, selon ses propres mots. L'écrivain s'inscrit ici dans la tradition libérale de l'éloge du libre-échange et de la libre concurrence non faussée. Par la suite, il nuance son propos. Il se détache de la critique purement libertaire et précise qu'il n'est pas par principe anti-gouvernemental. Il réclame ainsi, je le cite, non une absence immédiate de gouvernement, mais immédiatement un meilleur gouvernement. Et pour ce faire, il invite chaque lecteur, chaque citoyen à exprimer quel serait le type de gouvernement qu'il respecterait et imaginerait être le meilleur. Thoreau défend l'idée d'un rôle actif du peuple pour que le citoyen n'abandonne plus sa conscience au seul législateur. Ainsi, la loi imposée par le gouvernement ne doit pas nécessairement être acceptée par le citoyen, car la seule obligation que j'ai le droit d'adopter, c'est d'agir à tout moment selon ce qui me paraît juste. Dans l'héritage de la Boétie, le poète américain affirme ici que la loi n'a jamais rendu les hommes plus justes d'un iota, et à cause du respect qu'il lui marque, les êtres bien disposés eux-mêmes deviennent les agents de l'injustice, selon ses propres mots. Ces mots sont forts, au lieu de rendre les hommes meilleurs et la société plus juste, la loi pourrait selon Thoreau produire l'exact effet inverse en pervertissant les citoyens qui la respectent à la lettre. Pour illustrer ce propos selon lequel la loi ne rend pas nécessairement les hommes meilleurs, il choisit notamment l'exemple des soldats, des colonels, des capitaines, bref, celui de l'armée, pour expliquer que bien souvent ces citoyens agissent contre leur propre gré et marchent vers des guerres qu'ils ne souhaitent pas. Ces militaires respectent les ordres de la hiérarchie contre leur propre conscience, mènent des combats et des horreurs dont ils savent la portée, mais puisqu'ils ont progressivement été vidés de leur substance d'homme, ils disposent sans broncher. Cet exemple de l'armée pervertie par les ordres et de cette masse d'hommes qui sert l'État aveuglément résonne encore plus dans nos esprits contemporains, après que le XXe siècle nous en ait donné malheureusement les illustrations les plus barbares. Je dois maintenant vous lire ce passage essentiel qui suit et qui résume toute l'entreprise de déshumanisation employée par l'autorité de l'État sur ses citoyens, sur la perte de sens moral et sur la nécessité de résister. Ouvrez les guillemets. La masse des hommes sert l'État de la sorte, pas en tant qu'hommes, mais comme des machines, avec leur corps. Ils forment l'armée de métier ainsi que la milice, les geôliers, les policiers, etc. Dans la plupart des cas, il n'existe aucun libre exercice du jugement ou du sens moral, mais ils se mettent au même niveau que le bois, la terre et les pierres, et l'on pourrait réaliser des hommes de bois qui rempliraient aussi bien cette fonction. Ils ne méritent pas plus de respect que des épouvantails, ils ont la même valeur que des chevaux ou des chiens. Pourtant, ce sont de tels êtres qu'on juge communément de bons citoyens. D'autres, comme la plupart des législateurs, politiciens, juristes, ministres, fonctionnaires, servent l'État surtout avec leur tête. Et, comme ils font rarement la moindre distinction morale, ils risquent tout autant de servir le diable, sans en avoir l'intention, que Dieu. Un tout petit nombre, héros, patriotes, martyrs, réformateurs au sens fort, des hommes, enfin, servent l'État avec leur conscience aussi, et lui résistent nécessairement pour l'essentiel, et ils les traitent souvent en ennemis. Fermez les guillemets. Dans ce long passage, Thoreau fait expressément appel au libre arbitre du citoyen, à la résistance menée par la conscience de l'homme contre l'État.
Pour faire preuve de sagesse, pour ne plus être considéré comme de simples marionnettes ou des chiens, pour reprendre ces termes, l'homme doit se libérer de l'emprise immorale de l'État pour ne plus lui être possédé et pour ainsi célébrer sa liberté. Ensuite, Henry David Thoreau se montre très critique à l'endroit du pouvoir politique américain et ne le reconnaît tout simplement pas comme son gouvernement, puisqu'il est aussi le gouvernement de l'esclave. Puisque tous les hommes admettent le droit à la révolution, selon lui, le droit de refuser l'allégeance au gouvernement et de lui résister quand sa tyrannie ou son inefficacité sont grandes et insupportables, il faut selon lui réaliser que tel était le cas à son époque, car, je le cite, un sixième de la population d'une nation ayant vocation d'être le refuge de la liberté sont des esclaves. Il alerte ici sur l'urgence de se rebeller et d'entamer une révolution pacifique contre le gouvernement américain oppresseur, à la fois contre les millions d'esclaves, mais aussi, il le rappelle, contre les Mexicains envahis par son armée. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Pour insister sur le caractère moral de la désobéissance civile, Thoreau assimile de façon manichéenne le vote à un jeu, à un choix entre le juste d'un côté et l'injuste de l'autre. Ainsi, si mon idée de la justice ne l'emporte pas par le vote, peu importe, j'accepte de m'en remettre à la décision de la majorité. Il est donc d'un grand hasard finalement que la justice l'emporte par le vote, d'autant plus que Thoreau souligne qu'il y a peu de vertu dans l'action des masses d'hommes. Donc, l'homme qui s'en remet au vote n'engage jamais sa propre liberté. S'il vote pour la justice, il se contente simplement d'exprimer un faible désir de la voir prévaloir. Dès lors, si l'homme veut voir régner la justice, s'il veut notamment hâter l'abolition de l'esclavage, il doit s'engager lui-même bien plus que par le simple vote, il doit engager sa propre liberté. Il précise tout de même ensuite que le devoir d'un homme n'est pas naturellement de se vouer à l'éradication de la moindre injustice, fût-elle énorme. Il est tout à fait normal, compréhensible que l'homme ait d'autres sujets d'intérêt. En revanche, il est de son devoir, Thoreau l'affirme, de ne pas donner son soutien à l'injustice et de ne pas se consacrer à des loisirs au détriment d'autrui, pour qu'ainsi autrui puisse aussi se consacrer à ses loisirs et à ses intérêts. Dans ce cadre, tout au long de son pamphlet, Thoreau fait l'éloge de la justice. C'est le cœur de ce qui doit motiver la désobéissance civile. Je le cite. Si votre voisin vous vole d'un seul dollar, vous ne vous contentez pas de savoir qu'on vous a trompé, de le dire, voire de lui réclamer votre dû. Mais vous prenez des mesures pratiques pour récupérer la somme totale et veiller à ne plus jamais l'être. Agir à partir du principe, comprendre et accomplir la justice, cela change les choses et les relations. Celle-ci est essentiellement révolutionnaire et ne correspond à rien de ce qui a pu être. Elle ne divise pas seulement les États ou les Églises, elle divise les familles. Allons plus loin. Elle divise l'individu et sépare en lui le diabolique du divin. Le penseur américain attribue ici à la justice une dimension quasiment sacrée et absolument nécessaire. Si l'homme entend agir pour le bien, il doit accomplir la justice dans ses actes et non plus seulement dans ses paroles ou encore dans son vote. Il doit ainsi au quotidien non plus obéir aveuglément aux lois injustes, mais tâcher de les amender et de les transgresser. Il n'est plus question d'attendre de convaincre la majorité pour désobéir à l'injustice du gouvernement. La minorité de sages, comme l'appelle Thoreau, doit pousser à la réforme, doit signaler au gouvernement ses fautes pour le conduire à mieux faire. Car pour l'auteur, à travers l'histoire de l'humanité, le pouvoir politique se trouve trop fréquemment dans le camp de l'injustice. Je le cite, « Pourquoi crucifie-t-il toujours le Christ? Excommunie-t-il toujours Copernic et Luther? Déclare-t-il les rebelles de Washington et les Franklin ?» Ainsi, si la machine du gouvernement, selon ses mots, fait de nous un agent de l'injustice, Thoreau déclare qu'il est de notre devoir d'enfreindre la loi, afin de ne pas se prêter au mal que l'on condamne. Pour revenir à l'importance de ne pas attendre de convaincre la majorité pour agir contre l'injustice de l'État,
Le penseur américain conseille à ceux qui se baptisent abolitionnistes de retirer sur le champ leur soutien effectif et personnel au gouvernement du Massachusetts qui maintient la pratique esclavagiste. Il n'est pas question d'attendre de former une majorité de personnes, il est question de faire triompher la justice. Pour illustrer ce propos, il tient ensuite une formule saisissante, je le cite: Si 1000 ou 100 ou 10 hommes, disons même si un seul homme honnête dans cet état du Massachusetts, cessant de détenir des esclaves, se retirait effectivement de ce partenariat et était en conséquence enfermé dans la prison du comté, cela sonnerait l'abolition de l'esclavage en Amérique. Ici, Thoreau encourage l'action de chaque citoyen en expliquant qu'un seul résistant, qu'un seul désobéissant au pouvoir peut faire évoluer les choses. Il importe avant tout de commencer et de ne plus se contenter de parler ou de voter. Qu'importe la menace d'être emprisonné, Thoreau prendra ce risque lui-même en refusant de payer l'impôt. La prison est selon lui un lieu libre et honorable pour les esprits les moins serviles, en ce sens que le fait d'y être placé permet de ne plus être avec l'État, mais contre lui. Ainsi, on le voit, tout au long de son discours, Thoreau appelle à l'action, à la désobéissance civile dans les actes, car une minorité est impuissante tant qu'elle se conforme à la majorité. Ce n'est du reste plus une minorité, mais elle devient irrésistible quand elle la bloque de tout son poids. Il donne bien entendu des moyens d'action comme le fait justement de refuser de payer ses impôts, car, je le cite, le fait de les payer et permettre par là l'État de commettre la violence et de verser le sang innocent. Il appelle donc à la non-violence, à une révolution paisible selon ses termes, si semblable chose est possible. L'entreprise de désobéissance consiste ainsi pour le citoyen à refuser son allégeance au gouvernement pour que, in fine, le fonctionnaire démissionne, ainsi la révolution sera accomplie. Sur la nécessité de payer l'impôt à l'État, pour recevoir de lui en échange la sécurité et la tranquillité publique, Henri David Thoreau n'apprécie pas l'idée qu'il s'en remette parfois à la protection de l'État, puisque, s'il réfute l'autorité de l'État lorsqu'il présente sa feuille d'impôt, je le cite, l'État ne tardera pas à prendre et à détruire tous mes biens, à me harasser sans fin moi et mes enfants. Cela est chose pénible. Cela interdit à un homme de vivre honnêtement et confortablement à la fois. L'auteur accuse ici la mainmise de l'autorité étatique sur la vie du citoyen, sa propension à s'accaparer les biens et les richesses de l'homme sous prétexte de lui assurer une protection. Ainsi, dans ce rejet de l'État, Thoreau explique qu'il ne sert à rien d'accumuler des biens, puisqu'on ne manquerait pas de les perdre, et qu'il vaut mieux ainsi trouver un refuge quelque part, cultiver une petite récolte, et se hâter de la manger. Il encourage ici le fait de vivre en autarcie, de ne dépendre que de soi, et d'être toujours prêt à lever le camp sans avoir beaucoup à emporter. Si je n'ai pas besoin de la protection de l'État pour ma propre sécurité, si je vis éloigné de lui, si je me consacre à construire un domaine chez moi par des moyens paisibles, si je tiens à ce que ma liberté ne soit pas menacée par l'État, ainsi je puis me permettre de refuser l'allégeance au gouvernement civil et son droit sur ma bourse et ma vie. Ainsi, pour Thoreau, cela me coûterait moins, dans tous les sens, d'encourir le châtiment de la désobéissance vis-à-vis de l'État que de lui obéir, selon ses propres termes. Thoreau défend explicitement la vie en dehors de l'autorité de l'État. On retrouve sous sa plume une ode à la liberté, synonyme selon lui de vie autarcique, indépendante et autonome. Ce pamphlet devient ensuite un peu plus autobiographique et décrit l'expérience personnelle de désobéissance civile de Thoreau. Je vous lis ce passage éclairant. Ouvrez les guillemets. Je n'ai payé aucun impôt local depuis 6 ans. On m'a mis en prison une fois pour cette raison, une nuit. Et comme je regardais les murs de pierre massive, épais de 2 ou 3 pieds, la porte de bois et de fer épaisse d'1 pied, la grille de fer qui altérait la lumière, je ne pouvais m'empêcher d'être frappé par la stupidité de cette institution qui me traitait comme si je n'étais rien que chair et os à enfermer. Je m'étonnais qu'elle ait fini par conclure que c'était le meilleur usage qu'elle pouvait faire de moi et qu'elle n'ait jamais songé à profiter de mes services de quelque autre manière. Je voyais bien que s'il y avait un mur de pierre entre moi et mes concitoyens, il y en avait un d'encore plus difficile à percer avant qu'ils puissent être aussi libres que moi.
L'auteur tourne au ridicule la décision du gouvernement de l'enfermer, déclarant qu'il ne se sentait aucunement à l'étroit derrière ce vaste gâchis de pierre et de ciment, expliquant que l'État se trompait en estimant que son désir était de rester de l'autre côté du mur. Il dénonce ici l'imbécilité du gouvernement, la crainte que lui inspirait un esprit libre comme celui de Thoreau, et souligne que c'est parce que l'État ne pouvait l'atteindre dans sa raison qu'il décida de châtier son corps. Montrant ainsi que le gouvernement ne pouvait plus faire la différence entre ses amis et ses ennemis intérieurs, il déclare, je le cite, Je perdis le peu de respect que je gardais pour lui et le plaignis. Ce qui est intéressant dans ce récit et dans cette vision des choses, c'est que Thoreau souligne que l'État ne s'adresse jamais à la raison de l'homme, à son intellect, à sa morale, mais choisit plutôt de s'attaquer à son corps et à ses sens en faisant preuve de répression physique. Il dit que l'État n'est pas armé d'un esprit ou d'une honnêteté supérieure, mais d'une force physique supérieure. Cet essai explique ainsi que la légitimité politique de l'État repose sur la seule force et la contrainte, mais sur aucune supériorité morale ou intellectuelle. Henri David Thoreau conclut son ouvrage par un rappel, celui enseigné par Étienne de la Boétie quelques siècles plus tôt. La légitimité de l'État n'existe que parce que les citoyens lui concèdent. Il dit, je le cite, L'autorité du gouvernement, même si elle est telle que j'accepte de m'y soumettre, car j'obéirai volontiers à ceux qui en savent plus que moi et font mieux que moi, reste impure. Pour être strictement juste, elle doit posséder l'agrément et le consentement des gouvernés. Elle ne peut avoir de droit absolu sur ma personne et ma propriété, sinon ce que je lui concède. Il conclut son propos en prenant l'exemple du philosophe chinois qui, même lui, tient l'individu comme le fondement de l'empire. La démocratie n'est donc que le juste respect du citoyen. Néanmoins, il se pose ces interrogations. La démocratie telle que nous la connaissons est-elle la dernière amélioration possible à un gouvernement? N'est-il pas possible d'aller plus loin dans la reconnaissance et l'organisation des droits de l'homme? Selon Thoreau, pour que l'État soit vraiment libre et éclairé, il doit reconnaître et traiter l'individu comme un pouvoir indépendant, d'où proviennent son propre pouvoir et son autorité sur les hommes. Par conséquent, si la légitimité du gouvernement émane des individus, il doit être juste envers tous les hommes et traiter l'individu respectueusement. Ainsi, la désobéissance civile est sans aucun doute l'un des textes fondateurs de la contestation sociale à travers le monde qui suivra sa publication. Comme celui de la Boétie, c'est un texte qui ne semble jamais prendre une ride et qui continuera d'inspirer des générations de résistants et d'insoumis prônant la non-violence contre l'autorité politique. Malheureusement pour lui, Henri David Thoreau, qui meurt en 1862, ne vivra pas assez longtemps pour connaître l'abolition de l'esclavage dans son pays, qui était si cher à ses yeux pour voir le règne de la justice. Qui plus est, dans le processus d'abolition qui se déroulera, il n'y aura aucune pacification telle qu'il le souhaitait, mais elle se déroulera dans le feu et dans le sang à la suite de la guerre civile nommée guerre de sécession. En tout cas, Thoreau pose de nombreuses interrogations qui méritent d'être toujours méditées dans cet essai, comme « Une société juste peut-elle s'accommoder de l'asservissement d'êtres en tous points égaux ? Le plus grand bien du plus grand nombre peut-il reposer sur le malheur absolu d'un petit nombre ? Puis-je me contenter d'un sort confortable quand je sais qu'il prospère sur l'exploitation d'autres hommes ? » À toutes ces questions, Thoreau prend le parti de la justice. Par ailleurs, certains propos peuvent faire écho à l'ouvrage majeur d'Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique, lorsqu'il se demande si la loi de la majorité est nécessairement démocratique et si la loi décidée par le législateur est forcément juste et acceptable. Le gouvernement majoritaire est devenu synonyme de justice. Or, selon Thoreau, la loi de la majorité ne saurait trouver de justification que si elle rime avec la loi de la justice. Enfin, l'avenir lui donnera raison lorsqu'il affirme qu'un seul homme, juste emprisonné par l'État, pourrait avoir raison d'une politique injuste, comme avec Gandhi, pionnier de la désobéissance civile, qui aura raison de la puissance d'un empire au XXe siècle. Pour cette cause, je suis tout comme vous prêt à mourir. Mais écoutez, mes amis, il n'existe aucune cause au monde pour laquelle je me sente prêt à tuer. Quoi qu'il nous fasse, nous n'attaquerons personne, nous ne tuerons personne, mais nous ne donnerons pas nos empreintes, personne n'acceptera de le faire. Ils nous mettront en prison, ils nous feront payer des amendes, ils saisiront nos biens, mais ceux qui ne réussiront pas à nous prendre par la force, c'est notre dignité.